Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot? C'est parti! Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre semaine spéciale en compagnie de Fanny du compte Chez Mirette sur Instagram. Et avec Fanny, aujourd'hui, on te propose un épisode très spécial. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le tarot de Marseille, c'est cet épisode qu'il faut que tu écoutes. On a parlé aujourd'hui donc de remonter aux sources du tarot de Marseille par l'iconographie et la numérologie. Il faut savoir que Fanny est passionnée d'histoire et donc forcément elle a connecté avec le tarot de Marseille et elle vient nous parler de tout cet univers dans cet épisode. Elle va nous raconter aussi la création de son oracle Mirette. C'est vraiment passionnant. D'ailleurs, on va commencer par ça dans le podcast. Tout le processus créatif par lequel elle est passée, son parcours aussi. L'épisode dure un petit peu longtemps, on est à peu près sur 1 heure, mais très sincèrement, ça vaut le coup parce que, encore une fois, tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses si tu restes avec nous ce matin ou ce soir, ça dépend à quelle heure tu nous écoutes. Je voulais juste préciser qu'on a eu des petits problèmes de son pendant l'enregistrement de l'épisode. Alors parfois, tu vas entendre des bruits, parfois il y aura peut-être des petits moments de latence entre nos réponses à l'une et l'autre. On a vraiment fait de notre mieux, mais les aléas de l'internet et du direct, bah c'est comme ça. Quand on enregistre les épisodes, ça fait partie du charme. Voilà, j'espère que tu nous en voudras pas trop. On a vraiment fait notre maximum pour que ça se passe bien à tes oreilles aujourd'hui. Sans plus tarder, je te propose d'aller dans l'épisode et de nous rejoindre. Juste avant, n'oublie pas que si tu veux bénéficier du modèle de tirage associé à l'épisode de La Pépite chaque mercredi, tu peux t'inscrire au mail privé. Tu trouveras le lien en note de l'épisode. Et tout de suite, on rejoint Fanny pour son interview. Vraiment, ça va être génial. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fanny, Bonjour Cécile. comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, on te connaît plus sous le nom de Chez Mirette sur Mmh. Instagram. Et écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur l'épisode parce qu'on va parler ensemble des arts divinatoires, du tarot de Marseille, de la cartomancie, des oracles que tu as créés. Il y a tout un univers autour de ça. Et j'ai très hâte qu'on y plonge justement dans ton univers. C'est cool. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Fanny, j'ai bientôt 37 ans. J'ai fait des études très classiques et j'ai eu, durant mes études, la chance d'avoir un cursus en histoire de l'art, ce qui était génial pour moi. Et puis après, j'ai travaillé 15 ans dans le prêt-à-porter, dans de très grandes chaînes, de très grosses structures, que je pilotais, que je manageais. Et puis plus récemment, en 2017, j'ai entamé une reconversion dans le web. Et maintenant, je partage ma vie entre le web et la création de l'oracle Mirette et des contes qu'on peut connaître et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc tu partages ton activité, ouais, tu as 2 casquettes en fait, Oui, ouais, et c'est c'est ça? primordial d'ailleurs. Mm. D'accord. Ah c'est pourquoi? Alors pour moi, c'est hyper important. J'ai du mal à être que sur une seule activité que je pourrais trouver très monocorde et monotone. Tout simplement parce que même si je suis passionnée par tout ce que je fais, il faut que j'ai la capacité de faire beaucoup de choses et surtout que je puisse. J'aime beaucoup passer entre tous les mondes en fait. Je trouve ça très exaltant, très enrichissant de manière intellectuelle. Euh, et, je, et ne vivre que dans un seul monde. Quelque part, ça serait très appauvrissant pour moi. Donc, c'est vraiment une chance et une volonté que de pouvoir cumuler les deux. Bah, comment ça se passe dans ton quotidien alors? Tu as un temps plein, tu as un mi-temps sur le web, comment tu t'organises? Alors, en fait, moi, je travaille pour la fac de médecine de Lyon en priorité. Donc, j'ai des jours fixes chez eux ou j'ai des missions. Des D'accord. fois, ça dépend, ça évolue. Et puis, sur le reste de mon temps, là, c'est le côté professionnel, Mirette, 100%. D'accord, OK. OK, OK.
Et justement, Fanny, cette activité chez Mirette, elle a vu le jour quand alors? Alors, je pense qu'il faudrait qu'on regarde, mais je crois qu'on est aux alentours de 2018, c'est-à-dire que ça s'est entamé avec ma reconversion professionnelle, parce qu'en fait, j'avais du temps psychiquement pour pouvoir le faire. Quand on est dans le prêt-à-porter, quand on est dans le commerce en règle générale, de toute manière, on fait beaucoup d'heures, on n'a pas le temps, on est focus sur le chiffre qu'on doit faire, le chiffre qu'on doit reporter, la stratégie, le management, etc. Et en fait, sortie de ça, quand j'étais en cours, il fallait que je sois 100% sur les cours, sur l'école, parce que j'ai fait une école d'ingé. Donc, quand on reprend une école d'ingé à plus de 30 ans, il faut quand même être très focus. Mais par Carrément. contre, en fait, j'avais pas de cours à potasser comme on pouvait avoir à la fac, etc. En fait, c'est vraiment 100% du travail d'apprentissage que j'avais été fait en cours. Donc, j'avais mes 35 heures par semaine. Et au-delà de ces 35 heures par semaine, j'avais du temps. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu du temps et donc ça m'a permis comme ça, de raccrocher un petit peu les wagons sur une pratique que j'avais, ouh là, il y a des années, puis que j'avais vraiment, lâché et c'est revenu comme ça, quoi. Et c'est même revenu, je vais te dire, grâce à un médium très connu sur Lyon, que j'ai vu, parce que j'ai une amie qui m'en avait parlé à l'époque, et elle me faisait, tu sais, elle me vantait ses louanges. Oh, je me dis, je suis trop curieuse, je me dis, il faut que j'y aille. Voilà, c'est super. Le mec est médium pur, donc il a aucun support. Et je me dis, bon, bah voilà, je vais prendre une consultation. Donc, plus de 6 mois d'attente pour avoir une consultation très onéreuse. Mais je me dis, voilà, j'ai trop envie d'entendre cette personne-là me raconter une histoire. Quelle va être mon histoire et quelle sera l'histoire future? Et, et alors, dans le mille, il me dit, quand vous étiez petite, vous tiriez les cartes. Euh, et il me dit, c'est très marrant parce qu'il me dit, vous avez beau être maintenant à 10 milieux de tout ça. Il me dit, bah, c'est votre prochaine vie professionnelle. Mais vraiment, il était très carré. Pour lui, c'était pas autre chose. Donc, sachant que c'était une période où je commençais voilà, à avoir du temps, à pouvoir. J'ai recommencé, en fait, tout simplement. Et puis après, c'est venu naturellement. Et ça t'a rappelé ce souvenir d'enfance où justement tu tirais les cartes? Oui, oui, ça m'a rappelé totalement, cette envie, en fait, parce que, quand j'étais en fait, tu sais, c'est qu'on n'est pas dans le même monde que, tu vois, là, je vais avoir 37 ans, donc je suis née en 85. Dans les années 90, quand tu tirais les cartes, c'était quand même, nettement moins, classique et normal, que maintenant. Surtout que j'étais une enfant, donc c'était quand même plutôt une pratique, secrète et cachée, malgré qu'on m'ait pas dit qu'il fallait qu'elle soit secrète et cachée, mais instinctivement, intrinsèquement, je le sentais. Et puis après, quand plus tard je me suis mise en couple, je me suis mise en couple avec le papa de mon fils très tôt. On s'est mariés très tôt. Et là, c'était même pas envisageable, quoi. Il m'aurait pris pour une folle. Donc, bah écoute, en fait, c'est quelque chose, tu sais, que tu oublies, en fait. Que tu oublies. Et puis un jour, il y a une opportunité et tu raccroches les wagons, quoi. Et alors qu'est-ce qui s'est passé quand tu es sortie, de ce rendez-vous avec ce médium? Il te dit ça, du coup, tu vois, ça te reconnecte à ton monde, Mmh mh. d'enfant, enfin ce que tu faisais quand tu étais plus jeune et que tu t'es dit quoi? Et «Ah bah, il fabule» ou est-ce que: «Mais oui, c'est ça», enfin qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour moi, pour cet homme-là, il n'y avait aucun doute, dans le sens où il m'a beaucoup parlé de mon enfance, il m'a beaucoup parlé de la personne que j'étais, sachant que, en fait, tu arrives à cette consultation, tu donnes ton prénom, et c'est tout. Tu ne dis rien. Et tu as quelqu'un qui, pendant une demi-heure, est en face de toi, il te dit comment tu étais enfant, il te dit ce qui s'est passé dans ta vie, il te dit ce qui est en train de se passer à l'instant T, au présent, et il t'explique le futur. Sachant que le futur, on le sait, c'est sur une base hypothétique. Plusieurs futurs sont possibles, mais il t'explique quels sont tes potentiels futurs. Donc quand je suis sortie, j'ai été, comment te dire, bluffée, vraiment, c'est le bon terme. Euh, j'ai réécouté tout de suite l'enregistrement parce que j'avais demandé à pouvoir enregistrer. D'ailleurs, lui le recommande, hein, le préconise. Et, euh, et il m'a bluffé. Et du coup, non, j'ai pas eu de doute. C'est-à-dire que c'est venu conforter une idée que j'avais déjà intérieurement. Je me suis dit, ouais, ouais, c'est ça, c'est marrant, quoi. Et donc enfin, est-ce que c'était ça le déclic ou est-ce que c'était autre chose pour créer chez Mirette? Ah non, chez Mirette, c'est venu après. C'est-à-dire que là, on a eu C'est le venu après. redéclic
j'ai le droit, de pratiquer, j'ai le droit à ce processus d'individualisation, c'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas être comme tout le monde. Et puis, donc, à partir de là, je me suis remise, moi, à tirer les cartes, avec mes amis, avec des amis d'amis. Je faisais ça, bien entendu, de manière gratuite. Et puis, les gens revenaient, les gens revenaient, les gens revenaient. Et normalement, je me suis dit, non, mais en fait, si je peux aider des gens, si je peux aider du monde avec ça, c'est génial, en fait. Donc, bah, on y va, quoi, on y va. Et après, la création d'oracles, c'est venu après. C'est encore une autre étape. Ouais, tu reconnecté avec la pratique, tu t'es C'est et comment ça. t'as fait d'ailleurs? T'es retourné chercher des anciens jeux ou t'en as racheté d'autres? Qu'est-ce qui s'est A passé avec alors ça? moi, j'avais plus l'oracle, de quand j'étais enfant, c'est-à-dire que cet oracle-là était totalement perdu, en fait. Je l'ai retrouvé, quelque temps plus tard, je l'ai racheté sur un site d'occasion que j'ai payé une fortune d'ailleurs. Génial. C'était Mais quoi? alors c'est l'oracle, tu vois, le nom, je le connais même pas, c'est l'oracle du divin, je crois, du devin. Oh, il faudrait, je sais plus, parce qu'en fait, je m'en sers pas. C'est un oracle qui est très, très raide, très rigide. Tu sais, c'est un oracle des années 70. euh, et le graphisme déjà est très lourd, les énergies sont très lourdes, et donc je ne m'en sers pas. Simplement, j'avais besoin de retrouver cet oracle d'enfance. Là, c'était un peu comme une Madeleine de Proust. Et donc, je l'ai reçu. Je ne m'en suis pas servie. Je l'ai rangé, mais je sais que je l'ai. Donc, Excellent. Tu sais, et c'est un peu comme s'il veillait sur toi. Je oui, sais pas, mais je suis rentrée, tu sais, dans une phase obsessionnelle, il fallait que je le retrouve. C'était quelque chose qu'il fallait retrouver, même si je n'en ai pas la pratique, si je n'en ai pas l'usage, il fallait absolument que je puisse l'acheter. Donc j'ai passé des soirées entières à le rechercher, sachant que je ne me souvenais pas de son nom, bien entendu, parce que je te l'ai dit en off, mais là je vais le dire pour tout le monde, j'ai un gros souci sur les prénoms, les noms, les titres de livres, les titres de films. Donc, cet oracle, je savais la tête qu'il avait, je savais la couleur, mais pas de nom. oh là Donc, là là là, mais ça a dû mais tu as pris combien de temps pour le retrouver? ah, ça m'a pris du temps. Mais après, quand je suis obsessionnelle, donc quand je me mets à chercher, alors quand je dis du temps, c'est relatif, hein, je pense qu'au bout d'un mois et demi, je l'avais trouvé. Euh, mais en fait, je l'ai cherché tous les jours. D'accord. Et j'en ai trouvé un, il n'y en avait qu'un en vente. Donc, quand je l'ai racheté, je l'ai payé un petit peu de sous quand même. Je crois que c'était dans l'ordre des entre 90 et 150 euros, je dirais. Ouais. Et il est toujours introuvable, hein, d'ailleurs, hein. C'est vraiment. Puis, je pense qu'il n'est pas connu aussi, il y a de ça. Donc, il n'est pas forcément mis en vente. Mais du coup, il est retourné dans mon placard, quoi. Mais ça m'a fait du bien que de l'avoir. C'est marrant, hein. Ah, mais c'est une jolie histoire parce que ça c'était aussi, une partie de la quête de sens, tu vois, de retrouver aussi Mhm. cet univers qui t'appartenait quand tu étais enfant, de ton vécu là-dessus. C'était fort, en fait, de le retrouver pour toi, cet oracle. Ouais, non, c'est très marrant. Et alors, du coup, tu repratiques parce que c'est intéressant Mhm. qu'on revienne aussi aux origines, mais ça fait pas si longtemps que ça finalement. 2018, Mhm. 2017 donc la reconversion pro, 2018, l'activité chez Mirette, elle démarre tout juste, Oui. c'est ça? Avec la création des oracles. Attends, j'ai une question que tout le monde doit te poser. Pourquoi ça s'appelle chez Mirette? Ah, c'est une super histoire. Alors, en fait, à la base, ça s'appelait pas chez Mirette, ça s'appelait Be Light Oracle. Simplement, il y a Lulumineuse qui est hyper connue et qui a un nom qui est très très proche. Et c'était hors de question qu'on puisse envisager ou sous-entendre que j'avais plagié quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je peux pas garder ce nom-là, c'est pas possible. Et puis, pendant le confinement, je suis revenue dans ma maison de campagne, là où je suis actuellement, donc chez ma maman, qui est ma maison d'enfance. Et ma mère a un superbe tableau, quoi. Elle a beaucoup de tableaux de toute façon chez elle. Et elle a ce fameux tableau qui est l'image de chez Mirette. Et je bloque sur ce tableau, ce tableau, ce tableau, ce tableau. Et puis j'ai à ma mère, hein, je dis, on dirait qu'elle s'appelle Mirette. Et puis alors je parle là-dedans, Mirette, Claudette, bref, on commence à rigoler avec ma mère. Et puis je dis, écoute, je vais renommer mon compte et puis je vais l'appeler chez Mirette. Ma mère elle me regarde, elle me dit, bah, elle me dit Paulette aussi, ton petit est.
Et puis, je dis: «Écoute, Paulette, ça pourrait être très chouette». Je dis: «Mais Mirette, il y a un jeu de mots que j'aime beaucoup parce que les mirettes, ce sont les yeux et vu qu'on parle de cartomancie, donc de potentiellement, de regard sur l'avenir, je me suis dit: Ça fait sens totalement» avec, du coup, bah, cette image qui est, le tableau, qui est l'image du tableau de ma maman, donc qui s'appelle Mirette maintenant, mais elle n'a pas de nom officiellement et donc voilà. D'accord. Ah, c'est une super histoire. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y avait un truc, enfin, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est une histoire humaine, une histoire de femme, c'est Oui, très beau. simple. Ouais, c'est très doux. Et qu'est-ce qui t'a, alors qu'est-ce qui t'a amené à, à penser que tu allais créer des oracles? Alors, rien ne m'y a emmené, c'est-à-dire que, alors, j'ai des phases de alors j'aime pas les termes parce que les termes sont assez galvaudés, mais on pourrait dire canalisation, clairvoyance, clairaudience, bref, je ne sais pas. Des phases où je suis très inspirée, heu et durant une de ces phases-là, clairement, en fait, c'était annoncé que je ferais un oracle. C'est-à-dire que vraiment j'ai voilà, je l'ai entendu, je l'ai vu, je savais la tête qu'il avait. À partir de là, je me suis pas posé la question. En fait, je me passe pas trop de questions, c'est-à-dire que quand j'ai un flash qui me concerne déjà, ce qui est très rare, qui est clair, D'accord. c'est tellement clair que, c'est pas envisageable, c'est sûr. Donc à partir de là, je fais. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ah oui, oui, c'est ce qui s'est passé D'accord. et après Et alors après tout s'est c'est enchaîné. lequel le ça s'est enchaîné, c'est ça? C'est lequel, lequel Ah t'est oui, venu oui, en tête au tout c'était début? clair comme de l'eau de roche. Bah, ça devait être, je dirais, c'était à peu près 6 mois après, la création de chez Mirette, parce qu'avant il y avait, je te dis, cette autre chaîne. Donc 6 mois après et après c'était clair. C'était, oui, c'était l'oracle Mirette, j'ai pas eu de doute sur le nom, tu vois? C'était donc le tout premier, c'était, l'oracle chez Mirette, Oui, c'est ça? l'oracle Mirette, c'est ça. D'accord, oracle Mirette. Et pour faire cet oracle, alors moi j'avais envie aussi que tu nous expliques un petit peu, comment tu as réalisé les oracles, Je parce t'ai qu'il y pas en a eu entendu. plusieurs. Enfin voilà, moi mon préféré c'est le Mirette, voilà, parce qu'il me parle le plus avec les beaux tableaux. Comment tu t'es dit à un moment donné: «Je vais aller chercher des tableaux», enfin comment ça s'est fait ton processus créatif avec cet oracle? Alors je m'excuse, je ne t'ai pas entendu. Comment ça s'est fait ce processus créatif pour l'oracle Mirette? Alors, l'oracle Mirette, c'est parti. J'avais une grande période à ce moment-là où je me suis lancée, je ne sais pas pourquoi, si, je sais, ça y est, ça me revient. J'avais fait une séance d'hypnose. Je fais beaucoup de séances d'hypnose. J'avais fait une séance d'hypnose dans laquelle Marie-Antoinette était présente et ça m'a marquée. Ça m'a vraiment marquée. C'est-à-dire que quand je suis sortie de cette séance d'hypnose, je sentais encore les bracelets qu'elle portait, ce qu'elle ressentait à ce moment-là, la température qu'il faisait au moment où je l'ai vue. Donc elle était très prégnante comme ça, elle était très imprégnée. Tant et si bien qu'il a fallu quelques jours quand même pour qu'elle puisse, que je puisse quelque part, qu'elle puisse partir, je ne sais pas comment dire. Et en fait, dans ces quelques jours-là, je me suis mise à rechercher tout sur la vie de Marie-Antoinette. Parce que quand on en revient au même, j'ai des phases comme ça un peu, quand j'ai besoin de répondre à une interrogation, il faut absolument que j'y réponde. Donc là, c'était Marie-Antoinette. Qui est cette femme? Comment elle était? Plus que ce qu'on peut savoir, de manière, historique classique, j'avais besoin de la comprendre. Et je trouvais que c'était une femme absolument extraordinaire et je me suis dit, hem, elle a quelque chose, quoi. Elle a quelque chose à exprimer et il faudrait lui, quelque part, lui donner la parole. Et donc, dans ce processus d'oracle Mirette, il y a eu le côté de je redonne la parole à certaines femmes, à des images de femmes importantes de notre histoire, qui ont été oubliées ou qu'on ne connaît pas ou peu, ou mal. Par exemple, à l'image de Catherine de Médicis, qu'on connaît mal. Oui. Je me suis dit: «C'est un bon moyen que de leur rendre la part belle, d'une autre manière». Voilà et j'avais à cœur de le faire. Pour moi, il y avait ce phénomène et je sais que c'est très particulier, mais de réparation. Je peux pas expliquer pourquoi. J'avais l'impression que ça réparait quelque part
une image peut-être galvaudée ou tronquée qu'on pouvait avoir d'elle. C'est parti des femmes, mais dans l'oracle, il y a des hommes aussi. Il y a un homme, Un homme, oui, je ouais, vois, hein, visuellement, ouais, ouais, il y a ouais, Nostradamus. c'est ça. Je vois cette Uni carte-là, ouais. Uniquement, mais parce que en fait, c'était un proche de Catherine de Médicis, Oui, tout à fait. heu et c'était un homme qui était, pour le coup, que je ressentais comme safe. Ça veut pas dire qu'il l'a tout le temps été, mais je sentais qu'en termes d'énergie, il était accepté. Ah oui, parce qu'alors, tu sais Vas-y. comment passer pour une malade? C'est-à-dire que entre guillemets, je sentais que certaines, figures, certaines personnes, hem, acceptaient ou n'acceptaient pas, tel ou tel personnage. Donc il y a eu plein de personnages potentiels pour cet oracle, et je sentais que c'était un peu, qu'il fallait une place pour tout le monde et que tout le monde n'avait pas sa place. Tu as fait un casting, en fait. Et j'ai fait un casting, c'est ça. Sauf je sais très Tu as bien que deman ça pose un gros problème qui est, et Marie-Antoinette et la du Barry, mais je oui. pense qu'en fait, c'est dommage que Marie-Antoinette n'ait pas fait l'effort de la comprendre, parce que je pense que ce serait, très bien entendu. Donc c'est comme ça que tu as parce que justement, c'était ma prochaine question, c'est comme ça que tu as choisi les personnages qui apparaissent dans ton oracle. Tu t'es rapproché des Clairement, femmes, effectivement, c'est comme ça, voilà. c'est-à-dire, au ressenti, je sens que énergétiquement, du moins, que ça a sa place, que le personnage a sa place, ou que, par exemple, au début, j'ai pensé aussi mettre des images d'hommes forts. Par exemple, j'avais regardé pour César, pour Napoléon, mais ils prenaient beaucoup trop de place. C'était pas possible, en fait. Je comprends ce que tu veux dire, surtout avec ces 2 personnages masculins, il y avait Ah oui, oui, c'est l'ego, ça ça. passait plus dans les portes. C'est exactement ça. OK et lors des tirages, ces femmes qui sont présentes sur ces cartes, Mmh. est-ce qu'elles se parlent quand tu analyses le tirage? Alors pas pour moi. Pas pour moi. Elles sont pas dans une quête de communication commune, transversale. On a vraiment, une communication, unilatérale. C'est-à-dire que pour moi, même si par exemple, un tirage en 3 cartes, si tu as une Catherine de Médicis, une Marie-Antoinette et la du Barry, elles se parlent pas entre elles. Elles te parlent à toi toutes directement. Elles ont toutes un message à te délivrer. Ah, c'est excellent. J'adore cette approche. Donc même si elles sont de la même époque, même si elles se sont, côtoyées, là je reviens Mmh, sur, Marie-Antoinette et la du Barry, mmh. dans l'oracle, en fait, il y a enfin, toi, en tout cas, tu le perçois pas comme ça, il y a pas d'interaction entre elles? Pas pour moi, pas dans ma conception, non. D'accord, OK. Et C'est elles sont vraiment le one quasi shot du message. C'est ça. Et elles sont quasi toutes contemporaines les unes des autres, hormis Oui. Cléopâtre. Mais on a, comment elle s'appelle? Heu, notre reine d'Angleterre, Élisabeth Tudor, qui est contemporaine de Marie Stuart, parce qu'en plus c'est sa cousine, bon, qui est contemporaine de Catherine de Médicis. Donc elles sont contemporaines, mais elles se non, c'est vrai que non. Pour moi, elles se sont pas je me suis même jamais posé la question de savoir si elles se causaient. D'accord, OK. Alors cet oracle-là dont on parle depuis tout à l'heure, je on va boucler la boucle avec ça, à propos de l'oracle, Mirette. Là, aujourd'hui, il est épuisé, mais tu vas le rééditer, c'est ça? Oui, totalement. Il est en Ouais, cours de réimpression. super. J'ai eu une dernière correction d'épreuve aujourd'hui. Écoute, espérons, touchons du bois que cela se passe bien, parce que c'est quand même très complexe que de faire auto-éditer, un support, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc si tout va bien, je dirais, courant avril-mai, ça devrait être bon, devrait être de nouveau en stock. Et tu as repris les mêmes bases au niveau des cartes, t comment tu as fait? Clairement. Non, La non, même chose? c'est la même chose. Il y a une ou 2 cartes qui ont été, peaufinées, qui ont été, comment je pourrais te dire? Qui ont été plus épurées, mais autrement c'est la même chose. Simplement on a une boîte en plus et ça c'est quand même pratique parce ils auront une boîte individuelle, ils seront filmés, donc ça sera un peu moins fait à la maison quoi, tu vois? Parce qu'on était vraiment sur Oui. quelque chose de très artisanal, donc on va passer sur une production qui se rapproche très fortement de ce que tu vas pouvoir trouver comme produit industriel à la Fnac, voilà.
parce que c'est pratique. Oui, c'est bah, attends, d'emmener son petit oracle dans sa boîte, c'est toujours très pratique. Oui, et puis pour l'envoi, c'est pratique, pour tout, Oui, c'est pratique, quoi, le stockage, ouais. pour tout. OK, bon, bah, on va rester connecté à ça pour, en tout cas, moi, je l'attends avec impatience parce que, voilà, j'avais loupé, la fin. Je revois tes stories où tu disais: «Il n'en reste plus que 4, il n'en reste plus que 2». Et moi, je me disais: «Non, mais attends, là, machin, truc, faut que j'arrive». Puis bon, la journée passait et 0, voilà, et je suis passée à côté. OK, donc vivement le mois de mai-juin, ça va être Mmh, cool. Et puis, tu es aussi une grande, grande fan de tarot oui, d'histoire, en et fait, ça va avec. ouais. Ah Mmh. mais tellement et j'adore te suivre aussi par rapport à ça parce que tu as une approche incroyable du tarot. Tu es plus tarot de Marseille, non? Ah oui, oui, bien sûr. OK. Oui, Bon oui, il y a pas déjà, de il y a pas de doute, c'est-à-dire que même je suis, très peu calée, sur, d'autres tarots. et toi ton truc c'est, les vieux tarots de Marseille? Les vieux tarots de Marseille, effectivement, en fait, j'aime pouvoir remonter, j'aime comprendre et dans cette logique de compréhension, j'ai besoin de remonter toujours aux sources. Donc le but, était de comprendre le tarot et de remonter aux sources du tarot qui, pour le coup, le tarot n'était pas quelque chose qui était pratiqué dans mon entourage, donc c'est pas quelque chose qui m'était familier. Donc il fallait que je puisse comprendre. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on était quelque part, qu'on s'était arrêté de manière contemporaine à l'interprétation de Jodorowsky et qu'on était dans une interprétation post-New Age. Et je me suis dit, mais ça va plus loin que ça, parce que c'est plus vieux. Donc j'ai repassé un cap, et puis là, je suis tombée un peu sur les périodes donc, du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. Et là, on était sur une période de l'occultisme qui battait son plein, et donc il y a aussi plein de tarots qui ont été faits, comme le papus, etc. Et puis, c'était toujours pas les origines, en fait. Donc, je suis remontée encore plus loin, et donc je suis remontée à ce qu'on appelle les tarots enluminés, les triomphes. Ouais, Et donc voilà, c'est ma grosse base de travail actuellement, qui est une base intensive, quotidienne. ils sont beaux ces tarots-là. Oui, clairement. Ils sont magnifiques et puis, tu as une aura, complètement différente en plus, quand on tire avec, c'est superbe et tu as des tarots très anciens toi dans ta collection? Tu as un tarot de Besançon? C'est ça. Donc ça, c'est le tarot le plus ancien que j'ai, donc 1898. Après, j'ai beaucoup de cartomancie qui sont dans les années 1800. J'ai pas de tarot plus vieux que 1898 et je n'en ai même jamais vu passer. Ça fait quoi pour toi d'avoir ces tarots-là entre les mains qui ont autant d'âge? Mais on en revient à une authenticité, une pratique qui n'est pas la même, je trouve, et c'est très personnel et très subjectif. Mais ma pratique est nettement plus fluide avec ce type de tarot, qui pourtant peuvent être réédités, hein, mais il y a ce soupçon, cette chose en plus qui fait que ben, c'est merveilleux. Tu sais, il y a pas de... T'es dans un autre monde. T'es vraiment dans un monde qui est différent, t'as une pratique qui est plus fluide. Je trouve que les messages sont très précis, hyper cohérents, hyper percutants. Euh, c'est hyper efficace, quoi. Et tu les utilises avec, tous les arcanes ou tu n'utilises que les 22? Alors, j'utilise que les 22. Pour l'instant, j'utilise que les majeurs, tout simplement parce que je n'ai pas la connaissance encore suffisamment importante pour utiliser les mineurs. Donc, pour D'accord. l'instant, je suis sur ces arcanes majeurs. Sachant aussi qu'en fait, le message de l'iconographie n'est pas du tout le même que sur les mineurs. Vraiment, je suis très, très, très curieuse euh, de la création, du pourquoi, du comment a été créée ces iconographies-là, ces images-là. Ouais, par Pamela Coleman Smith, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est tu tu pas en train de passer du pont du Marseille au Rider. Tu étais en Ah train non, de oui, parler des oui, des des arcanes mineurs du majeurs, tarot de Marseille. D'accord, OK. c'est ça.
OK. Des majeurs, d'accord, toi tu étais sur les majeurs. Moi j'ai fait un pont qui n'avait pas lieu. Je croyais que tu en train de me parler de comment on avait, transposé le tarot de Marseille des mineurs en en mineur du Ouais, Rider-Waite-Smith. je Pardon, comprends. j'étais pas du tout là. J'ai voilà, et est-ce que tu as un arcane ou des arcanes avec lesquels tu es le plus connecté? Alors oui, et je vais d'abord commencer par celle avec qui je suis très peu connectée. Il y a 2 arcanes qui sont très durs pour moi à appréhender, qui sont l'arcane de l'étoile et l'arcane de la tempérance. C'est vraiment 2 arcanes qui, pour moi, ont une part, de secret qui est, hyper important. Une part, très peu dévoilée d'elle-même, et donc c'est vraiment 2 arcanes avec lesquelles j'ai le plus de mal parce qu'elles sont pas limpides. À l'inverse, les arcanes vraiment, que j'affectionne particulièrement, c'est l'arcane sans nom, clairement. Pour moi, c'est cet arcane du nettoyage, du renouveau. Donc tourne une page et donc on rentre dans une nouvelle dynamique. Ça veut dire aussi qu'on a acquis une certaine forme, soit, de sagesse, soit de savoir, et donc j'aime beaucoup, le principe de cet arcane-là. Bien entendu, j'aime beaucoup l'arcane du monde, parce qu'on vient comme ça, triomphant. Mais je crois oui, c'est les 2 arcanes peut-être les plus, puis la roue de fortune. La roue de fortune, elle est géniale cette arcane. C'est l'arcane du pouvoir, vraiment. C'est on a son pouvoir, entre ses mains. C'est de passer à l'action. Fais-le, quoi. C'est une des lames, où le consultant est le plus actif d'ailleurs, Clairement. la roue de fortune. Et au niveau de l'étoile et de la tempérance, c'est rigolo parce que quand on a fait le live l'autre jour sur ton compte, je disais aussi que la tempérance, elle des fois, elle m'ennuyait un peu aussi parce que, ouais, bon, pas très funky à mon sens, mais bon, c'est comme ça. Tu dis: «Elles sont pas limpides», est-ce que tu les trouves trop gentillettes ou enfin, c'est par rapport à quoi du coup? Pas du tout, je pense que c'est comment je le vois, j'ai l'impression que c'est les lames, les arcanes les plus spirituelles de tout le jeu. Et elles ont de toute façon ce côté angélique, hein, qu'on ne peut pas nier. Et elles ont vraiment, tu sais, ce côté de la connaissance aussi absolue. Et je sens à quel point ma connaissance est tellement limitée, en fait, à la lecture de ces arcanes-là. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, n'est pas dévoilé. C'est vraiment des arcanes de transcendance et c'est des arcanes d'hyper-connexion. Il y a le message que l'on connaît tous, et pour moi, il y a encore un message encore plus profond que ça. Un peu à l'image de la papesse. La papesse a un peu ça. Elle est complètement mystérieuse la papesse. Moi, je la trouve encore plus mystérieuse que l'étoile, par exemple. Bah, tu vois, pour moi, la papesse l'est moins, mais là, encore une fois, tu en rentres dans une subtilité, et puis je crois dans un travail personnel de développement, vraiment. Et qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs justement qui, bah, comme tout à chacun, qui ont des arcanes avec lesquels ça c'est moins fluide ou ça connecte un peu moins? C'est quoi ton conseil toi pour aller mieux les connaître? Je pense, alors, ça, c'est mon approche. C'est pas, je dis pas que c'est la bonne approche pour tout le monde, mais moi, j'ai besoin de comprendre comment l'iconographie a été construite. J'ai besoin de comprendre pourquoi il y a un oiseau, pourquoi il y a une étoile, pourquoi il y a 2 cruches ou pas, pourquoi il y a une tour, pourquoi elle s'effondre de telle manière, pourquoi il y a tant de personnages. Par exemple, sur l'amoureux, c'est une arcane pour laquelle vraiment j'ai beaucoup fait de recherches. L'amoureux, de manière contemporaine, n'est pas du tout à l'image de l'arcane première, au niveau à l'époque des triomphes, donc 1440, aux alentours de 1440. Je comprends très bien l'iconographie de 1440. Je comprends beaucoup moins celle qui est contemporaine parce qu'elle me paraît plus galvaudée. Donc moi, comment j'arrive à bien comprendre une arcane quand elle ne me parle pas, c'est en allant vraiment m'imprégner de l'iconographie, c'est-à-dire de l'image. L'image nous dit quoi en fait? C'est vraiment la symbolique des couleurs, la symbolique des animaux. Voilà, j'ai besoin de ce travail-là. Et ça fait partie aussi de ton cursus d'histoire de l'art? Oui. C'est oui, tout est lié là, parce que tu as besoin aussi de comprendre comment ça a été construit.
Oui, clairement. Oui, oui, j'ai besoin. De toute façon, par exemple, il y a et ça, c'est vraiment un très bon tips que je vais vous donner, mais vous avez Michel Pastoureau, qui est un historien, de l'art médiéval et qui, notamment, est un historien des couleurs. Allez l'écouter, c'est hyper passionnant. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ouais, j'ai plusieurs bouquins de lui ici et c'est tu comprends tout de suite mieux le tarot de Marseille quand tu il est pas du tout, branché tarot, hein, mais en fait toute cette, iconographie médiévale, il explique, il ra enfin voilà, il raconte, il décortique tout, les animaux, les couleurs, les symboles et tu comprends tout, tout de suite et en plus c'est très bien écrit, très facile Oui, à lire, c'est oui, oui, c'est accessible à tous. Ouais. exactement. Donc ouais, ça c'est bien que tu en parles, aussi, ouais, ouais, Michel Pastoureau, vraiment une très, très bonne référence si vous voulez aller comprendre, les symboles, du médiéval, ça c'est topissime et ta pratique, elle est aussi faite de divinatoire, Fanny. On Oui. en a parlé en off avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu peux me dire comment, se déroulent tes consultations et l'intention que tu y mets et comment tu t'engages auprès de ton consultant? Alors, sur mes consultations, la volonté vraiment première est de pouvoir aider à donner des outils, et une compréhension à la personne qui vient me consulter. C'est quelque chose que je demande moi en amont, je me dis intérieurement, «Donnez-moi les clés pour pouvoir aider cette personne». J'estime, et ça c'est mon avis propre à moi, j'estime que c'est pas moi, Mirette, qui est là et qui tire les cartes et qui a un superbe pouvoir. Je ne le pense pas du tout. Je pense que simplement j'ai une chance ou une malchance, tout dépend comment on le voit, mais de pouvoir être peut-être plus réceptive à certaines intentions ou à certains messages ou à une certaine compréhension et je peux le transmettre. Et si je peux aider, bah, c'est dommage de s'en priver. Donc oui, il y a aussi du divinatoire, Quasiment à chaque fois. quasi. Comment ça se passe? Tu as un espèce de protocole dans tes séances, ou c'est un peu open bar? Tu nous Alors non. tu nous expliques? Oui. Alors, je dirais qu'au début, sur la pratique, c'était plus open bar parce que, tout simplement, je n'avais jamais interagi avec du monde de manière professionnelle dans ce sens, de la cartomancie, quoi, du moins dans cet univers-là. Et donc, je laissais beaucoup, les consultants, mener la barque. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'en fait, encore une fois, je le dis très souvent, c'est il y a ce que l'on veut entendre et ce qu'il y a, ce qui doit être transmis. Et ça, c'est hyper important, c'est même capital. Une fois que j'ai compris et intégré ça, à partir de là, j'ai vraiment j'ai pris un système de travail qui est quand je reçois la personne, on prend vraiment un premier moment où je fais déjà un premier tirage pour voir quelles sont les informations que l'on me transmet. Qu'est-ce qui est en train de traverser la personne actuellement? Qu'est-ce qui est en jeu? Et après, on regarde, suivant le type de consultation que la personne a choisi, soit on regarde comment résoudre peut-être ou comment dénouer certaines problématiques présentes pour pouvoir évoluer vers un futur, ou il y a des personnes qui, elles, ont juste envie de savoir ce qui se passe vraiment en 100% divinatoire, de savoir ce qui potentiellement peut se passer pour elles. Mais on fait toujours un point sur le présent parce que c'est le présent qui conditionne tout, hein. Ouais, c'est ton point de départ. Ouais. C'est là où tu puis c'est bon, c'est en plus, c'est ton point de convergence avec ton consultant. C'est là d'où part la consultation et dans tes consultations, tu mélanges le tarot et l'oracle? Je mélange 3 jeux: oracle, tarot et cartomancie, tarot de quoi, jeu de cartes. OK et le jeu de cartes que tu utilises, c'est lequel? En ce moment, j'utilise le jeu de cartes transformé, le jeu de cartes allemand. Oui, J'en ai mis, quelques-uns sur ma plateforme à vendre. C'est ce jeu-là que j'utilise. qui est un jeu ancien aussi, hein, Oui, j'ai été voir avant parce que je l'avais déjà repéré aussi. Tu es alors vraiment celui-ci, c'est un dans fac-similé, mais oui, oui, c'est un jeu ancien. ouais, c'est un jeu ancien, 19e siècle, Mmh mh. c'est ça et tu utilises aussi la numérologie dans tes consultations? Ah Alors oui. ça, c'est ouais, ça, c'est excellent. Comment tu t'en sers de la numérologie?
Alors, la numérologie, je m'en sers pour quand il y a une grosse problématique. C'est-à-dire que on annonce en amont que là, on a vraiment peut-être un souci de quelque chose qui est peut-être bloqué, d'une situation qui est vraiment à comprendre en profondeur. Les cartes, c'est très bien, mais comme n'importe quelle, comment je pourrais dire? Comme n'importe quelle, matière, être pluridisciplinaire, n'importe quelle discipline, c'est bien de renforcer sa discipline avec une pratique d'une autre discipline. Je trouve que la numérologie et c'est très personnel, je trouve que c'est hyper percutant, hyper ça tombe hyper juste, à condition d'avoir les bons outils. Donc je regarde toujours 3 aspects, c'est-à-dire, quels sont les besoins? Quels sont les besoins de la personne? Quelles sont les envies et ce pourquoi la personne est faite. D'accord, Ça, c'est vraiment la base. Ça me permet en de pouvoir encore mieux comprendre les tirages, les interprétations de tirages, c'est-à-dire que, imaginons, une personne qui son besoin fondamental est un 6, c'est une personne qui a besoin d'équilibre, d'harmonie et d'une bonne communication. Si dans le tarot, je vois qu'elle est plutôt isolée, qu'elle se sent plutôt ermite, imaginons, je peux comprendre plus aisément que cela lui pose un problème, parce que ce n'est pas son besoin fondamental n'est absolument pas respecté. Si dans sa vie, tu vois, tu as l'arcane du diable, si tu as la maison Dieu, si tu as la roue de fortune, si tu as le chariot, si tu as des choses comme ça qui sont très fortes, mais en même temps qui t'annoncent quand même une vie un peu rock'n'roll, pour une personne qui a besoin de compréhension, d'harmonie, de temps, ça peut vraiment la chambouler. et l'inverse est tout aussi vrai. Total totalement, totalement. Quand tu as un profil, une fois, je m'en souviens, j'avais fait, une consultation qui était assez marquante parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à se stabiliser professionnellement et cette personne-là était vraiment, comment te dire? Très mal par rapport à ça et pourtant, moi, je continuais de voir que, bah, ça n'allait jamais être stable et elle me dit: «Mais c'est pas possible» et en fait, bah, son besoin le plus fondamental, c'était un 5 et le 5, bah, c'est il faut que la vie ne soit pas monotone. On a plusieurs cordes à notre arc. Donc ça paraissait totalement cohérent. Maintenant, le travail qu'on va pouvoir faire quand on comprend quel est le besoin, c'est comment répondre à son besoin. Et ça va être la carte qu'on va pouvoir, la question qu'on va pouvoir poser avec la tarologie, cartomancie. On va pouvoir dire, OK, comment répondre à ce besoin-là, peut-être, dans une structure, par exemple, quelqu'un qui a déjà un univers professionnel bien fixe et qui ne souhaite pas en sortir. Comment, dans cet univers-là, on va pouvoir améliorer sa vie, tendre vers cet épanouissement peut-être d'une vie beaucoup moins monotone. Ouais, c'est, apprendre à mieux vivre aussi avec ce besoin fondamental et ce Exactement, qu'il y a à l'extérieur, ouais. totalement. Et pour définir ce numéro du besoin fondamental, enfin je te demande pas de nous dire comment tu fais dans le détail, mais en tout cas, comment tu le enfin, un, deux, trois, comment tu l'emmènes? Enfin, comment tu vas le chercher ce numéro? Alors, Il vient c'est d'où? des élé alors c'est tout simplement, c'est des éléments que je vais venir demander en amont de la consultation, c'est-à-dire que, bah, je vais demander mais comme en numérologie classique, hein, je vais venir demander, le nom, prénom, nom de famille, la date de naissance et puis on va travailler avec ça. D'accord, OK. Donc en fait, quand la personne après elle vient en consultation, tu as déjà les infos, tu es déjà en Oui. mesure de lui communiquer, ce numéro, son numéro? Alors, exactement. En fait, j'ai déjà dressé tout son portrait, donc j'ai déjà moi pris le temps, en amont de la consultation que de dresser, le portrait, ces fameux, bah, le besoin, l'envie, ce pourquoi on est fait et cetera et puis on en parle tout de suite, en fait. On en parle tout de suite. Après on voit ce qui ressort et on voit comment quelque part on va naviguer avec notre barque pour être au bon endroit, au bon moment, le plus opportun, pour nous. Et est-ce que tu fais des parallèles avec les arcanes de tarot, leurs numéros? Aussi, Cool. aussi. Donc par En fait exemple, quelqu'un qui était 5, à un mmh, moment donné, ça peut arriver que tu fasses le parallèle avec, le pape? bien sûr,
Bien sûr, Cool! parce que le 5, ça a ce côté très dogmatique, mais en même temps, quand tu vois le pape et tu vois la famille Borgia, tu te doutes bien que c'était pas non plus que le dogme. Oh mon Dieu! Ouais. Ah oui, non, là, il y avait plein d'autres choses, autour, hein. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, 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 mais d'ailleurs, ça peut faire peur, hein, parce que, ouais, toute, Bah, oui, oui. toute une fantasmagorie autour des Borgia aussi, hein, ça Bah, oui, oui, mais c'est quand même la 1re famille, lignée papale avec, qui ont les maisons closes les plus lucratives, de leur ville, hein, donc bon. mais tellement, mais tellement. D'ailleurs, c'est tellement intéressant de se enfin, c'est passionnant, hein, l'histoire de cette famille, en plus. Totalement et Ouais. notamment, celle du pape le plus connu, sa fille, c'est Lucrèce Borgia et Ouais, Lucrèce ouais. Borgia, c'était quand même la seule femme alors c'est l'enfant qui a été, officialisée, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue publiquement comme, enfant du pape et elle, dirigeait quand même le Vatican. C'est Tout elle qui à menait fait. les affaires du Vatican, c'est quand même incroyable, hein? Et par rapport à nous, c'est pas si loin que ça quand même. Enfin bon, c'est Bah, quand c'est tu pas vois très la loin. frise du temps, c'est pas très loin. C'est Et ça. surtout quand tu penses au tarot, tu vois? Oui, Et que l'image de l'iconographie est une image contemporaine aux Borgia, Médicis et cetera, bah, tu te poses la question de que veut dire le pape en fin de compte? ouais, carrément. Mais c'est vrai, quand on s'intéresse à toute l'époque, médiévale, enfin médiévale, là, on est vraiment sur la fin, mais Oui, au Moyen Âge, Renaissance. exactement, mais tu as des convergences comme ça qui laissent pas indifférent, en tout cas. Non, clairement C'est pas. c'est pour ça qu'on vous dit: «Allez piocher dans les livres d'histoire» parce que vraiment il y a des parallèles à faire qui sont fascinants, hein, et tu en as d'autres comme Absolument. ça, des parallèles là avec, des personnages, des Ah famous, oui! tu vois, du du Moyen Âge? Ah bah oui, c'est comme, bah, je pense qu'on en a parlé dans le live, mais c'est comme, la papesse qui est souvent associée à la papesse Jeanne. Mmh. Or la papesse Jeanne, il y a le mythe de cette fameuse papesse Jeanne qui aurait existé et puis elle aurait accouché lors d'une procession à Rome et tout le monde se serait, offusqué, elle aurait été lapidée, elle aurait dû, soit elle est morte, sous la lapidation, soit elle s'est enfuie et on aurait été, c'est pour ça, on dit qu'on vérifie, sous la soutane du pape pour savoir s'il y en a 2 et bien pendantes. Non mais tu vois? Mais oui, mais oui. Donc cette papesse Jeanne, c'est quelque chose qui est très ancré. Il y a beaucoup maintenant d'ouvrages contemporains, quand ils parlent du tarot, parlent de cette papesse Jeanne. Or, moi, on en revient toujours au même, j'aime creuser et j'ai vraiment été creuser pour cette papesse Jeanne. Il s'avère qu'aucun écrit contemporain n'a existé, c'est-à-dire contemporain au moment où, soi-disant, cette papesse Jeanne aurait régné. Il n'y a pas d'écrit de ses contemporains. Les premiers écrits qui ont été faits aux alentours de 150 ans, 200, 300 ans plus tard. Et les détraqueurs étaient des moines d'une obédience différente à l'obédience de ce soi-disant pape Jean qui aurait été la papesse Jeanne. En fait, il s'avère que ça a vraiment été poussé et étudié hein, sur la période de la Renaissance, l'histoire de la papesse Jeanne. Il s'avère que c'est plutôt en fait une critique entre clocher d'église et de mauvaises rumeurs et de ragots et de faillotage pour avoir plus de pouvoir, pour jeter du discrédit, mais vraisemblablement, elle n'a pas existé. Et pour autant, on rattache encore aujourd'hui parfois cette iconographie à ce personnage, Absolument, mais par manque hein. de curiosité en fait, on ne sait pas. Ouais, puis tu as l'histoire, enfin, c'est l'histoire qu'on raconte depuis, tout ce temps, qui ou alors qui est revenue comment dire? Au 19e siècle Oui, aussi, tu vois? Quand, totalement, on a réanalysé absolument le pas. tarot. Mmh, C'est ça. c'est C'est exactement ça. l'interprétation aussi, tu parlais en tout début d'épisode, de ce grand mouvement Mmh. occultiste. C'est aussi qu'est-ce qu'ils en ont lu à l'époque avec les données de l'époque et comment ils ont interprété ce tarot de Marseille pour en faire, enfin pour le faire évoluer aussi donc Oui, oui. Oh bah, mmh. là pour le coup à l'époque c'est plus on est plus dans du délire, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une pratique, surtout de l'hermétisme et puis après il y en a un qui a décidé de bah, pas puce, hein,
surtout, qui a décidé d'y coller, de faire correspondre et coïncider avec, l'imagerie, du tarot et cetera et puis il l'a fait correspondre. Mais au moins, comment te dire? Il est dans un délire complètement, dingue, mais au moins il le dit qu'il est dans son délire, c'est-à-dire qu'il va expliquer une mythologie et cetera. Il réinvente une histoire, mais du coup ça me gêne pas trop parce qu'en fait c'est un univers, tu vois? C'est son univers, il l'a créé. Mais voilà, c'est très subjectif. Ouais, ouais, je comprends. Il fait vraiment, tout enfin, voilà, il fait du marketing autour de son univers. Oui, Il c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Mais 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 tu sais, c'est dit aussi, enfin, ça fait partie de l'époque, hein. Il y a, c'est exactement ça. Tu sais, c'est comme Mademoiselle Lenormand. Pour moi, Mademoiselle Lenormand, c'est notre Caroline Receveur, quoi. C'est l'instagrammeuse de l'époque, tu mais vois? tellement, Elle mais dit tellement! elle dit qu'elle était à la cour de Napoléon, qu'elle était conseillère de Napoléon, qu'elle était conseillère de ceci, de cela. Or, il y a eu énormément d'écrits sur, Mademoiselle Lenormand parce que la police l'a surveillée quand même de très près, et il y a plein de choses qui sont pas vraies du tout, en fait. C'était de la com pure et dure. Ouais, c'était des personnages qui arrivaient à faire le buzz dans leur temps, avec les Exactement. outils de leur temps et ils c'est vraiment des mais ils sont très malins ces personnages-là, hein. Absolument. Il y a Yéna, de Soul Shadow qui a fait un épisode. Elle a un podcast, Yéna, qui est disponible. Alors attends, je sais plus, mais il est pas disponible sur toutes les plateformes. Donc, si OK. vous allez sur Instagram en passant par son compte, vous trouverez le lien de son podcast et elle a que quelques épisodes, mais elle en a fait un dédié entièrement à Mademoiselle Lenormand et enfin, ça corrobore tout ce que tu dis, Fanny, et c'est passionnant parce qu'elle plonge vraiment dans l'histoire. Elle démêle un petit peu les nœuds aussi de ce personnage sulfureux, quoi. Et on voit bien qu'il y avait pas mal de com, hein, comme tu disais, autour de ce personnage. Ah ouais, clairement. Mais c'est intéressant, tu Ouais, vois, ouais. j'ai réécouté. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime les gens qui ont la curiosité d'aller voir au-delà des apparences. Ouais, 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 puis elle l'a pris vraiment de l'angle historique. Tu vois, elle a Mm, vraiment été qui c'était, d'où elle est partie dans la vie, comment elle s'est fait sa place, et c'est intéressant, hein. Enfin, je vous mettrai le lien en note de l'épisode, comme ça ira plus vite, mais après vous pourrez aussi le retrouver sur le compte de Yéna. Mais voilà, ça a une approche historique qui m'a bien plu aussi. ouais, c'est Et chouette. pour continuer sur la numérologie, parce que là, ouais, on en a fait 2. Tu as un autre arcane en numérologie, pareil, qui te saute aux yeux avec, une analogie comme ça, ou pas d'ailleurs? Si, si, t'as l'amoureux. L'amoureux, pareil, on en parle, tu sais, on dit que l'amoureux, c'est le choix. Alors là, il y a deux postulats, quoi. Il y a deux postulats. Dans ma pratique, il y a un premier postulat qui est numérologique, c'est-à-dire qu'on en revient à ce fameux 6, qui est le 6 de l'harmonie, donc de trouver une situation harmonieuse, alors qu'on nous la présente, l'amoureux, de manière contemporaine, comme cette carte du choix, de la triangulaire amoureuse, de... Bon, en fin de compte, cet amoureux-là, encore une fois, si tu en reviens à l'iconographie de base, il n'y a pas une troisième personne, il y a un chien. Le chien, c'est la fidélité. Il y a des blasons avec des insignes. On parle de la maison de Savoie et de la maison des Visconti qui se sont alliés. Et il y a une histoire un petit peu particulière parce que Philippe-Marie Visconti, celui qui a commandé un des tarots les plus connus, qui est le Visconti Sforza, pour le mariage de sa fille, il s'avère que sa fille est une fille qui est bâtarde, qui l'a légitimisée. Et c'est très intéressant de voir que la femme qu'il aimait réellement, etc., etc., pour moi, elle est vraiment ancrée dans cette allégorie, c'est-à-dire qu'on a le chien, qui est la fidélité, qui est la femme qu'il aime réellement. Et on a le mariage d'apparat, qui était D'ailleurs, c'était normal d'avoir des mariages d'apparat à l'époque, hein, c'est pas comme nous. Et qui est représenté avec les blasons, etc. Et le 6, pour moi, du coup, on en revient vraiment à cette harmonie. Et en fait, des fois, quelque chose qui peut paraître disharmonieux est en fin de compte très harmonieux si toutefois il est conscientisé et accepté. Ouais, c'est tellement ça sur le tarot de Marseille. Tu raison, hein. Ça parle, hein, moi, tout ce que tu dis, et notamment sur, aujourd'hui dans les Rider-Waite, bah, oui, 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 dans les Rider-Waite classiques, tu as la notion du 3 alors qu'à la base, il y avait 2 plus un animal, voire, parfois pas. Oui, c'est Mais ça. mais oui.
Mais tu vois, moi, quand je tire avec un tarot de Marseille, le 6, c'est pas la question du choix pour moi. Par contre, avec un Rider-Waite, oui, parce que l'iconographie est différente. Et je suis d'accord avec toi, c'est très juste ce que tu dis. C'est très très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le Marseille, c'est pas un choix. Et le Rider-Waite, c'est un choix. Et on a un espèce de, mais je pense, comment te dire, d'amalgame qui est fait. Et voilà, après, je pense que si toi, dans ta pratique, même si ça représentait encore autre chose, si toi, dans ta pratique, tu penses que c'est le choix, bah, ça vaudra te dire que c'est le choix, c'est tout. Ouais, ouais, mais bon, après, tu vois, on en avait parlé quand on s'était vu lors du live. On peut Mm. mélanger aussi, les pratiques, mélanger, des iconographies qu'on a d'autres tarots, quand on tire les cartes, ça nous fait penser à tel ou tel autre jeu. Néanmoins, je pense que je sais pas si tu fais pareil, mais tu parlais, d'intention aussi tout à l'heure, en préparant la consultation, quand la personne te pose la question. C'est aussi alors peut-être que je pense que tu utilises plusieurs jeux, tu fais des roulements des fois? Oui, oui, C'est de moins aussi en les moins jeux d'ailleurs, hein. de moins en moins, d'accord. Mm. C'est aussi les jeux que tu vas utiliser qui vont faire partie de ton intention pour cette consultation. Ouais. Oui, oui, absolument, absolument. Oui, absolument. Je pense que je l'ai jamais conscientisé comme ça, mais oui, oui, je pense que tu as raison, effectivement. Et donc là, tu utilises, toujours maintenant quasiment les mêmes jeux, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai mon tarot de Besançon que je vais utiliser pour Ouais. toutes Oh, mes il est trop consultations. beau. Le mirette, obligatoirement. Ça, c'est. Ouais. De toute façon, je l'ai créé pour moi, le mirette, hein, à la base. Donc, pour ma pratique. Donc, parce que d'un point de vue visuel, je trouvais aussi pas ce qui me plaisait et ça m'a permis de créer un outil sur mesure. Et puis la cartomancie dernièrement que je trouve hyper percutante, hyper pertinente. Vraiment. Tu l'utilises comme un oracle, ce jeu de cartomancie là que tu as créé? Alors moi, je te dirais que je pense que j'utilise tout comme un oracle dans l'absolu. Je tu sais, je pense que je suis l'iconoclaste, de la cartomancie, de la tarologie, de ce que tu veux. Tout marche au feeling chez moi. Excellent. Excellent, excellent. Est-ce que tu des conseils à nous donner, justement par rapport à ce feeling? Pour des gens qui voudraient, Ouais. débuter le tarot ou qui voudraient, par exemple, se mettre au tarot de Marseille, parce que ça aussi, c'est le truc. Tu viens du Rider-Waite, tu es un peu intéressé par le Marseille, mais ça peut faire peur. Quel serait ton conseil pour démarrer? Et beh, pour l'instant, j'en ai pas. J'aurai des conseils bientôt parce que, je suis en train de vous préparer quelque chose dans ce sens-là. Pour l'instant, j'en Yes! ai pas, dans le sens où en fait, les approches qui sont faites actuellement, elles sont, pas basées sur quelque chose qui est étayé d'un point de vue historique. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc quelque part, même si elles sont vraiment faites avec de bonnes intentions et bien faites, malheureusement, quand tu penses que un poisson rouge et en fin de compte est une perdrix, si tu te fixes sur la perdrix, bah, tu te plantes, quoi, tu vois. Mmh, tout à fait. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Euh, Après, non, après, je pense qu'il faut rester effectivement sur les interprétations pour l'instant classiques, dites classiques. Et puis après, il faudra creuser un petit peu. Mais on parle beaucoup de Jodorowsky. Et c'est vrai que j'ai. Alors, Dieu sait que c'est quelqu'un que j'apprécie, hein. Attention. C'est quelqu'un qui, pour moi, est totalement inspiré. Vraiment, c'est un artiste fou. Pour moi, il a quelque chose, cet homme, et puis il a un charme qui est pour moi, hein, indéniable. Malgré tout, je trouve que son approche est hyper barrée et c'est quand même la référence. Qu'est-ce qu'il est controversé, c'est impressionnant. Je me demande s'il n'y a pas probablement pas un invité avec qui on parle pas de lui, mais c'est en même temps, c'est fondamental Jodorowsky dans le tarot de Marseille aujourd'hui. C'est une Ouais. une des bases que tout le monde connaît quoi, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça et son approche, ouais, mais je te suis, elle est bien barrée quand même, hein. Moi, j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal à suivre, son intention à Jodo. Oui, 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 c'est compliqué. Par contre, tu sais, on en parle très peu, hein, mais il y a Marina Costa, je crois que c'est Marina ou Marianne Costa, qui était Marianne son, Costa. Marianne Costa, qui était sa compagne et qui l'a aidé à
rédigé La Voix du Tarot, etc. Et qui, elle, a sa propre approche maintenant, qui quelque part a pris son envol et qui est intéressante. C'est une femme intéressante, vraiment. Je pense que pour débuter, bah, tu vois, c'est peut-être elle. Je pense qu'elle a déjà des bases. Alors, bien sûr qu'elle est 100% inspirée par Jodo, hein. Il y a pas... Mais elle a encore une démarche qui est un peu différente. D'ailleurs, elle aussi, une démarche de l'approche avec la numérologie. Ouais, j'ai son ouvrage à la maison. Je trouve ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus pragmatique que Jodorowsky. Je pense que, pour démarrer, comme tu dis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, en tout cas, d'aller chercher Hmm. son ouvrage que celui de Jodo, ça c'est sûr. Oui, je pense Et effectivement, comme tu dis, c'est plus accessible et c'est plus pragmatique. Donc pour débuter un apprentissage bien les pieds sur terre, bien ancré, je pense que ça peut être pas mal. ouais, ça peut être pas mal. Et est-ce que tu as d'autres livres à nous conseiller? Parce on parlait de Michel Pastoureau tout à l'heure, on a bien compris qu'il fallait aller faire un tour au Moyen Âge, au Ouais. niveau histoire, ça c'est intéressant. On a parlé de Marianne Costa. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, peut-être un bouquin qui est sur tes étagères, un incontournable? Alors moi j'ai des incontournables, mais qui sont pas directement liés au tarot, mais indirectement. Il faut vraiment avoir lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, vraiment. Oh, Et tellement. il faut le lire et le relire et le relire et bassiner ses enfants avec et se bassiner soi-même avec. Parce que vraiment, derrière cette apparente simplicité, il y a un grand message humaniste derrière qui est hyper intéressant et qui peut vraiment se recouper avec le tarot. Donc ça peut être vraiment intéressant. Dans ces livres comme ça qui sont un petit peu dérivés, il y a un très très bon livre qui est sorti très récemment de Frédéric Lenoir sur Jung, un voyage vers soi, que moi j'ai vraiment dévoré. Si on veut une approche simplifiée de Jung sans être dénaturé, c'est très juste. Et Jung, c'était un psychologue et qui se servait également du tarot. Et c'est lui d'ailleurs qui a créé le mot archétype. Les archétypes viennent de Jung. Et qui a mis, au jour aussi le travail de l'ombre. Ah, clairement. Tout ce dont on parle aujourd'hui, dans l'univers tarologique, la part d'ombre, la part de lumière, et cetera, ça vient essentiellement de lui. Oui, oui. Et je te remercie de parler de ce bouquin parce que je l'ai vu passer et il y a des avis qui divergent un petit peu, donc je suis contente que tu confortes aussi le fait que ce soit un excellent livre. Parce qu'il y a des personnes, mais qui sont peut-être à un autre niveau aussi, hein, au niveau, lecture, sur la psycho, qui disaient que c'était un petit peu light. Alors je sais pas, toi tu me dis tu l'as dévoré, Alors, pour donc moi, c'est une bonne entrée en matière. Attention, Jung, c'est quand même hyper complexe. ouais. Alors moi j'ai une chance incroyable, c'est que je pense que ma tête est aussi barrée que la sienne. Donc du coup j'arrive vraiment à lire et ça me paraît génial. Et je suis là, ah, mais c'est génial, ils disent ce que je pensais. Bref, je suis dans mon trip. En plus j'ai quand même découvert qu'on avait la même date de naissance, quoi, pas avec les mêmes années, bien entendu, Mais mais, non! mais si. Donc là, vu que je suis une grande malade dans ma tête, bien entendu, j'ai été faire le thème astral de Jung, la numérologie. Bon, rien. On n'a rien de... On n'a rien. Pas de parenté, rien du tout. Rien de rien. Mais voilà, mais c'est quand même très complexe. Frédéric Lenoir a l'honnêteté intellectuelle de faire ce travail-là, qui n'est pas un travail facile. En plus, je pense vraiment qu'il va être attendu au tournant parce qu'il s'attaque à quelqu'un qui est, voilà, qui est une icône de la psychologie. Donc, effectivement, on peut trouver ça un peu light, mais je pense que pour une approche, une entrée en matière, c'est absolument génial. Bon, bah, top! Bah, du coup, je vais cliquer sur le bouton, acheter alors, hein, parce que je m'interrogeais, hein, tu vois, sur ce livre. Ah ouais, moi, je l'ai Nickel. trouvé superbe. Et bah, génial, bah, merci beaucoup. Est-ce que, je pense qu'on arrive à la fin là maintenant. Ça fait déjà, plus d'une heure qu'on papote. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fanny? Alors, c'est-à-dire, j'ai pas entendu, excuse-moi, la Où dernière est-ce qu'on phrase. peut te retrouver sur internet? Donc, vous avez mon site, www.lesiteamirette.com. Tu sais, j'ai l'impression que ça fait très télé-shopping. Euh, Vous avez ma chaîne YouTube, chez Mirette, ou c'est juste Mirette, je ne sais plus, vous voyez, je suis pas très factuelle sur les noms. Et puis mon Instagram, surtout chez Mirette, c'est là où quotidiennement je vais quand même essayer d'interagir un tant soit peu et un minimum avec ma communauté.
Super, je mettrai les liens en note, de l'épisode et la chaîne YouTube, allez-y parce que tu nous partages des tirages et on voit aussi comment tu travailles avec tes 3 jeux différents quand tu fais les tirages, de la semaine ou du mois, donc c'est Ouais. super intéressant. Voilà. Fanny, merci beaucoup, dame Mirette, d'être venue sur le podcast. C'était passionnant, merci, merci. Je te dis à très bientôt et puis, beh, peut-être que tu reviendras nous faire un coucou pour la réédition, de l'Oracle. Pourquoi pas? Avec grand Pourquoi plaisir. pas? À bientôt. Merci. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.